À 32 ans, Amara Okoye avait tout ce que la plupart des gens passent leur vie entière à poursuivre. Le pouvoir, la célébrité, la richesse. Et pourtant, elle se sentait souvent étrangement seule. De l'extérieur, sa vie ressemblait à un rêve. Son visage apparaissait sur les couvertures de magazines, accompagné de titres qui la décrivaient comme la plus jeune femme milliardaire de la tech en Afrique. Les chaînes économiques débattaient de ses stratégies. Les universités l'invitaient à donner des conférences. Les investisseurs se disputaient la chance de s'associer avec elle. Mais le succès n'était pas venu facilement. Amara avait construit son empire à partir de rien. Elle avait grandi dans un quartier modeste d'Enugu. Elle était l'aînée d'un père instituteur et d'une mère qui vendait des tissus au marché local. Ses parents travaillaient dur pour élever leurs 4 enfants, mais l'argent manquait toujours. L'électricité disparaissait souvent pendant plusieurs jours. La nourriture devait durer plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Pourtant, dès son plus jeune âge, Amara était différente. Alors que les autres enfants jouaient dans les rues poussiéreuses, elle passait des heures à étudier de vieux manuels d'informatique empruntés à la bibliothèque de l'école. Un jour, son père rapporta à la maison un ordinateur de bureau cassé que l'école avait jeté. Amara le répara. Elle n'avait que 14 ans. Ses parents étaient stupéfaits. « Tu vas devenir quelqu'un de spécial », avait dit son père avec fierté. Ces mots restèrent gravés dans son esprit. Des années plus tard, ils devinrent réalité. Après avoir terminé première de sa promotion à l'université en ingénierie informatique, Amara lança une petite start-up de paiement numérique depuis un minuscule appartement loué à Lagos. À l'époque, elle ne possédait que 2 ordinateurs portables d'occasion, une connexion Internet instable et un rêve plus grand que tout ce qu'elle pouvait se permettre. Les gens se moquaient d'elle. Les banques refusaient de travailler avec elle. Les investisseurs l'ignoraient. Mais Amara avait une détermination obstinée qui refusait d'abandonner. Jour et nuit, elle travaillait. Elle programmait des systèmes, concevait des applications et présentait ses idées à tous ceux qui acceptaient de l'écouter. Peu à peu, les choses commencèrent à changer. Sa plateforme de paiement rendait l'envoi d'argent à travers le pays plus rapide et plus simple que jamais. Les petites entreprises l'adoptèrent d'abord. Puis les grandes sociétés suivirent. En 5 ans, son entreprise explosa. En 8 ans, elle valait des milliards. Et soudain, la jeune fille qui avait réparé un ordinateur cassé dans une salle de classe sombre était devenue l'une des femmes les plus puissantes du pays. Le succès changea tout. Surtout la façon dont les gens la traitaient. La petite maison familiale fut remplacée par un immense manoir perché sur une colline surplombant Lagos. La maison était un chef-d'œuvre. Des murs de verre, des sols en marbre poli et d'énormes balcons face à l'océan. Des voitures de luxe remplissaient son garage. Un personnel de 20 personnes travaillait dans la maison. Des gardes de sécurité patrouillaient au portail. Tout dans sa vie criait richesse. Et avec cette richesse vinrent les gens. Beaucoup de gens. Son jeune frère Kelechi emménagea dans le manoir presque immédiatement après que son succès soit devenu public. Il arriva un après-midi avec 3 valises et un large sourire. « Sœur, la circulation de Lagos est terrible », plaisanta-t-il en s'installant dans l'aile des invités. « Autant rester ici. » Amara rit et l'accueillit. Après tout, c'était la famille. Peu de temps après, ses cousins commencèrent à venir souvent. Au début pendant les vacances, puis les week-ends. Finalement, ils apparaissaient presque chaque semaine. Et chaque visite venait avec une histoire. Un cousin avait besoin d'argent pour démarrer une entreprise. Un autre devait payer des frais de scolarité. Un autre voulait ouvrir une boutique. Amara les aida tous. Elle paya des études. Elle finança des entreprises. Elle résolut des problèmes. Pour elle, la famille signifiait responsabilité. Et elle n'hésitait jamais à les soutenir. Mais quelque chose changea lentement. Ses parents emménagèrent aussi dans le manoir, profitant d'une vie confortable qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Sa mère n'avait plus besoin de vendre des tissus au marché. Son père prit sa retraite de l'enseignement. « Ton travail acharné a béni toute cette famille », disait souvent sa mère. Ces mots rendaient Amara fière. Pourtant, le manoir n'était presque jamais calme. Les membres de la famille entraient et sortaient constamment. Les week-ends étaient remplis de fêtes. Les partenaires commerciaux rendaient souvent visite. Des investisseurs arrivaient de différents pays. Et malgré tout ce bruit et cette activité, Amara se sentait parfois invisible dans sa propre maison. Un soir,
lors d'un grand dîner familial, elle était assise au bout de la table pendant que les rires remplissaient la pièce. Sa cousine Ada montrait fièrement un nouveau sac de créateur. « Celui-ci coûte presque $2000, dit-elle avec excitation. Kletchi rit. « Ce n'est rien. Attendez de voir la voiture que je prévois d'acheter. » Tout le monde parlait fort, partageant des projets et des blagues. Mais personne ne demanda à Amara comment s'était passée sa journée. Personne ne demanda comment elle se sentait. Personne ne demanda si elle était fatiguée. Ils supposaient simplement qu'elle allait bien parce qu'elle était riche. Amara sourit poliment et mangea en silence. Plus tard dans la nuit, elle se tenait seule sur son balcon, regardant les lumières scintillantes de la gosse. La brise de l'océan effleurait doucement son visage. À l'intérieur du manoir, les rires résonnaient encore dans le salon. Mais là, seule, elle ressentait un étrange vide dans la poitrine. Parfois, une question lui venait à l'esprit, une question qu'elle avait presque peur d'admettre. Si tout l'argent disparaissait demain, ces personnes seraient-elles encore là? Elle repoussa immédiatement cette pensée. Ne sois pas ridicule, murmura-t-elle. C'était sa famille. Bien sûr qu'il resterait. Le lendemain matin, Amara se réveilla tôt comme d'habitude. Son programme était chargé. 3 réunions avec des investisseurs, un briefing pour le lancement d'un produit et une interview avec une chaîne économique internationale. Son chauffeur attendait dehors à côté de sa Rolls-Royce noire, pendant que les gardes ouvraient les portails. Lorsqu'elle monta dans la voiture, son assistante lui tendit une tablette remplie de documents. « Aujourd'hui sera chargé, madame. » Amara sourit. Chaque jour est chargé. La voiture s'engagea doucement sur la route. À travers la ville, des milliers d'employés travaillaient dans des bureaux connectés à son entreprise. Sa plateforme bancaire numérique avait changé la façon dont des millions de personnes géraient leur argent. Partout, les gens la louaient. Elle était admirée, respectée, célébrée. Mais peu de gens la connaissaient vraiment. Et encore moins se souciaient réellement d'elle. Tard dans la soirée, après être rentrée du travail, Amara entra dans le salon et trouva son frère allongé confortablement sur le canapé. Il regardait la télévision en mangeant des snacks. « Longue journée ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Très longue », répondit Amara. Kletchi baissa le volume. « Au fait, je pensais agrandir les investissements familiaux. Peut-être acheter de nouvelles propriétés. » Amara posa sa mallette sur la table. « Combien ? » Juste quelques millions. Elle soupira légèrement, puis hocha la tête. « Parle à mon directeur financier demain. » Kletchi sourit largement. « Tu es la meilleure sœur du monde. » Quelques secondes plus tard, il retourna regarder la télévision. Amara l'observa en silence. Quelque chose dans ce moment la dérangeait, mais elle ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi. Plus tard dans la nuit, en se dirigeant vers sa chambre, elle passa devant un miroir dans le couloir. Elle s'arrêta. Elle fixa son reflet. Une robe élégante. Des boucles d'oreilles en diamant. Une posture confiante. Une milliardaire admirée par le monde. Mais au fond de ses yeux, il y avait une fatigue silencieuse. Le succès lui avait donné tout ce dont elle avait rêvé. Mais parfois, elle avait l'impression qu'il lui avait aussi pris quelque chose. Amara éteignit les lumières et entra dans sa chambre. Elle n'avait aucune idée que, dans quelques semaines, tout dans sa vie allait changer. Sa richesse. Son pouvoir. Sa famille. Même sa capacité à marcher. La femme qui semblait avoir tout était sur le point de tout perdre. Et les personnes en qui elle avait le plus confiance seraient les premières à disparaître. La pluie tombait fortement sur Lagos ce soir-là, frappant les toits et éclaboussant violemment les rues. Le ciel était devenu d'un gris profond bien avant le coucher du soleil, et l'air portait l'odeur d'une tempête approchante. À l'intérieur du grand immeuble de verre qui abritait Okoye Digital Finance, les lumières du dernier étage étaient encore allumées. Amara Okoye était assise seule dans son bureau. La plupart des employés étaient rentrés chez eux depuis des heures, mais elle restait à son bureau, les yeux parcourant l'écran lumineux de son ordinateur portable. Des chiffres. Des contrats. Des rapports. Les responsabilités de diriger une entreprise valant des milliards ne s'arrêtaient jamais vraiment. Dehors, un éclair traversa le ciel, illuminant brièvement la ville qui s'étendait en dessous. Son assistante frappa doucement à la porte du bureau avant d'entrer. « Madame, dit-elle doucement, il est déjà passé 20 heures. Dois-je demander au chauffeur d'avancer la voiture ?
Amara se pencha en arrière dans sa chaise et se frotta les tempes. Sa tête lui faisait mal après des heures de travail. Oui, répondit-elle doucement. Qu'il amène la voiture. L'assistante hocha la tête. Et les investisseurs de Dubaï ont confirmé la réunion de demain. Amara esquissa un petit sourire fatigué. Bien. Envoie les documents sur mon email ce soir. Oui, madame. Quelques instants plus tard, le bureau redevint silencieux. Amara ferma son ordinateur portable et se leva, s'étirant légèrement. Son reflet apparaissait faiblement dans la vitre. Au-delà, la gosse scintillait de milliers de lumières. Cela avait encore été une longue journée. Mais pour elle, les journées comme celle-ci étaient normales. Elle prit son manteau et sortit du bureau. En bas, la pluie était devenue encore plus forte. Les lumières du parking se reflétaient sur le sol mouillé, créant des flaques dorées brillantes. Son chauffeur, Musa, se tenait à côté de la Rolls-Royce noire avec un parapluie. Quand Tamara arriva, il ouvrit la porte respectueusement. « Bonsoir, madame. »« Bonsoir, Musa. » Elle entra dans la voiture, reconnaissante pour les sièges en cuir chaud et le calme confortable. Musa s'installa au volant et démarra le moteur. Mais au moment où il commença à sortir du parking, son téléphone vibra bruyamment. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça les sourcils. « Madame, ma femme m'appelle. » Amara leva les yeux. « Tout va bien ? » ?»« Je ne suis pas sûr, » répondit-il avec inquiétude. « Elle m'appelle rarement aussi tard. » Amara hocha la tête avec gentillesse. « Répondez. » Musa sortit de la voiture pour prendre l'appel. Amara attendit patiemment. À travers le pare-brise, elle pouvait voir la pluie tomber sans fin, rebondissant sur la chaussée comme des aiguilles d'argent. Après une minute, Musa revint, l'air inquiet. « Madame, ma femme est à l'hôpital. Elle a des complications avec sa grossesse. » Amara se redressa immédiatement. « Allez la rejoindre. »« Mais madame. » Musa, l'interrompit-elle doucement, « votre famille passe en premier. » Il hésita. « Mais comment allez-vous rentrer chez vous ?» Amara esquissa un léger sourire. « Je peux conduire. » Musa semblait toujours incertain, mais finalement il hocha la tête. « Merci, madame. »« Merci. » Il lui tendit rapidement les clés. « S'il vous plaît, conduisez prudemment. Les routes sont très glissantes ce soir. » Amara acquiesça pour le rassurer. « Allez-y. Votre femme a besoin de vous. » En quelques secondes, Musa courut sous la pluie. Amara passa sur le siège conducteur. Elle n'avait pas conduit elle-même depuis des mois, mais elle en était parfaitement capable. Elle démarra le moteur et s'engagea lentement sur la route. La ville paraissait différente sous une pluie battante. Les feux de circulation brillaient intensément à travers l'air saturé d'eau. Les phares des voitures s'étiraient sur les routes mouillées comme des lignes scintillantes. Les essuie-glaces allaient rapidement de gauche à droite, dégageant la pluie juste assez longtemps pour qu'elle puisse voir. Amara conduisait prudemment. L'autoroute était moins encombrée que d'habitude. La plupart des gens étaient déjà rentrés chez eux pour échapper à la tempête. Une musique douce jouait faiblement dans les haut-parleurs tandis qu'elle se concentrait sur la route. Pendant un instant, son esprit dériva. Elle pensa à la réunion du lendemain, aux investisseurs, aux nouveaux projets d'expansion. Son entreprise était sur le point d'entrer dans 3 nouveaux pays. C'était la plus grande affaire de sa carrière. Un éclair traversa de nouveau le ciel. Le tonnerre qui suivit fit trembler l'atmosphère. Amara serra le volant. La pluie devenait de plus en plus forte. Soudain, la circulation devant elle commença à ralentir. Un grand camion avançait lentement sur la voie voisine. Ses feux arrière rouges brillaient à travers la pluie. Amara garda une distance de sécurité derrière lui. Puis tout se produisit en quelques secondes. Le camion dévia soudainement avec violence. Ses pneus crissèrent sur la route mouillée. Le conducteur avait perdu le contrôle. Le cœur d'Amara bondit. Oh non! Le camion tourna brusquement en travers de l'autoroute. Amara réagit instantanément. Elle tourna brutalement le volant pour éviter de le percuter directement. Mais la route était trop glissante. Sa voiture dérapa. Les pneus perdirent leur adhérence. La Rolls-Royce tourna hors de contrôle sur la chaussée mouillée. Le temps sembla ralentir. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent de terreur. La voiture glissait vers le séparateur en béton au bord de l'autoroute. Mon Dieu! Crash!
Le bruit du métal écrasé résonna violemment dans la tempête. L'avant de la voiture percuta la barrière. Les airbags explosèrent. Le verre se brisa partout. Le monde tourna. Puis tout devint noir. Amara flottait dans l'obscurité. Au début, il n'y avait rien. Pas de son. Pas de lumière. Juste du silence. Puis des voix faibles commencèrent lentement à atteindre ses oreilles. Le pouls est faible. Apportez le brancard. Attention à sa colonne vertébrale. Les voix semblaient lointaines, comme des échos sous l'eau. Amara essaya d'ouvrir les yeux, mais il lui semblait incroyablement lourd. Elle retomba dans l'obscurité. Quand elle se réveilla enfin de nouveau, le monde sentait fortement le désinfectant. Des lumières blanches éclatantes brillaient au-dessus d'elle. Des machines bipaient régulièrement autour de la pièce. Amara cligna lentement des yeux. Sa vision était floue au début, mais peu à peu les formes autour d'elle devinrent plus nettes. Des murs d'hôpital, du matériel médical, un moniteur cardiaque. Elle tenta de bouger. Une douleur fulgurante traversa immédiatement son corps. Un faible gémissement sortit de ses lèvres. Une infirmière proche le remarqua immédiatement. Elle est réveillée. En quelques secondes, plusieurs personnes entrèrent dans la chambre. Des médecins, des infirmières, et sa mère. Les yeux de sa mère étaient rouges d'avoir pleuré. « Amara !» cria-t-elle en se précipitant vers le lit. « Ma fille !» La gorge d'Amara était sèche. « Maman !» Sa voix n'était qu'un murmure. « Tu es à l'hôpital ?» dit sa mère doucement en lui tenant la main. « Il y a eu un accident. » Des fragments de souvenirs traversèrent l'esprit d'Amara. La pluie. Le camion. L'accident. Son cœur commença à battre plus vite. « Ma voiture. Les médecins disent que tu as de la chance d'être en vie, » répondit rapidement sa mère. Un grand médecin s'avança. « Mademoiselle Okoye, je suis le docteur Ataï. » Amara le regarda faiblement. « Depuis combien de temps suis-je ici ? » 3 jours. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. 3 ? Oui. Le médecin parlait calmement mais sérieusement. Vous avez subi plusieurs blessures lors de l'accident. Des côtes cassées, des saignements internes et un traumatisme de la colonne vertébrale. Les mots semblèrent lourds dans l'air. Traumatisme de la colonne vertébrale. Amara essaya de bouger légèrement sur le lit. Elle ne sentait rien sous sa taille. Une vague glaciale de peur traversa son corps. « Docteur !» Sa voix tremblait. « Pourquoi je ne peux pas bouger mes jambes ?» La pièce devint silencieuse. La main de sa mère se resserra autour de la sienne. Le médecin soupira doucement. « Mademoiselle Okoye, l'accident a causé de graves dommages à votre colonne vertébrale. » Amara le fixa. Son cœur battait fort dans ses oreilles. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le médecin hésita. Puis il prononça les mots qui allaient changer sa vie pour toujours. « Vous pourriez ne plus jamais marcher. » Le silence envahit la chambre d'hôpital. L'esprit d'Amara avait du mal à comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Ne plus jamais marcher. Ces mots semblaient impossibles. Elle tenta encore de bouger ses jambes. Rien. La panique envahit sa poitrine. Non, non. Sa respiration devint rapide. Ce n'est pas possible. Des larmes coulaient sur les joues de sa mère, mais Amara ne les remarqua presque pas. Tout son monde venait de s'effondrer. La milliardaire puissante qui dirigeait des entreprises, voyageait dans plusieurs pays et parlait avec assurance devant des milliers de personnes ne pouvait désormais plus bouger ses propres jambes. Et elle ignorait encore que le pire de son histoire n'avait même pas commencé. Les premiers jours après les paroles du médecin ressemblèrent à un cauchemar dont Amara ne pouvait pas se réveiller. Vous pourriez ne plus jamais marcher. La phrase résonnait sans cesse dans son esprit. Chaque matin, elle se réveillait en espérant que ce n'était qu'un terrible rêve. Mais chaque fois qu'elle essayait de bouger ses jambes, la même vérité glaciale revenait. Rien ne bougeait. Rien ne répondait. Rien. Au début, la chambre d'hôpital était toujours pleine. Ses parents restaient presque constamment à son chevet. Son jeune frère Kletchi venait chaque après-midi avec des paniers de fruits et des fleurs coûteuses. Ses cousins arrivaient en groupe avec des prières et des sourires compatissants. Même certains partenaires d'affaires passaient lui rendre visite. La chambre bourdonnait de voix. Tu iras bien. Les médecins peuvent se tromper. Dieu va te guérir. Reste forte. Tout le monde disait des mots réconfortants. Amara essayait de les croire.
Elle souriait poliment même lorsque les larmes remplissaient ses yeux. Mais la nuit, quand tout le monde rentrait chez soi et que la chambre redevenait silencieuse, à part le bip régulier des machines, la peur s'installait dans son cœur. Elle fixait le plafond et se demandait à quoi ressemblerait son avenir. Marcherait-elle un jour de nouveau? Pourrait-elle diriger son entreprise comme avant? Les gens la respecteraient-ils encore? Ou bien tout disparaîtrait-il lentement? Un soir, son frère Kletchi arriva avec un air inhabituellement sérieux. Il tira une chaise près du lit. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?»« Mieux » répondit Amara faiblement. Ce n'était pas entièrement vrai. Mais elle ne voulait pas l'inquiéter. Kletchi se pencha légèrement en avant. « J'ai parlé aujourd'hui avec les membres du conseil d'administration. » Amara leva un sourcil. « Le conseil ? » ?»« Oui. Ils s'inquiètent pour le fonctionnement de l'entreprise pendant que tu te rétablis. » Amara hocha lentement la tête. C'est logique. Son entreprise employait des milliers de personnes. Des décisions importantes devaient être prises chaque jour. Les investisseurs attendaient un leadership. Qu'ont-ils dit? Demanda-t-elle. Kletchi se racla la gorge. Eh bien, ils pensent qu'il serait préférable que quelqu'un supervise temporairement les choses. Amara fronça légèrement les sourcils. Tu veux dire un directeur général par intérim? Oui. Qui? Kletchi esquissa un petit sourire. Moi. Amara cligna des yeux, surprise. Toi? Je travaille étroitement avec l'entreprise depuis des années, dit-il rapidement. Je comprends le business. Et ce n'est que temporaire, jusqu'à ce que tu te rétablisses. Amara hésita. Kletchi avait toujours été doué avec les gens. Mais il n'avait jamais dirigé une grande entreprise. Pourtant, c'était son frère. Et pour l'instant, elle ne pouvait même pas s'asseoir seule sans aide. D'accord, dit-elle finalement. Mais assure-toi que le conseil approuve tout. Le sourire de Kletchi s'élargit. Bien sûr. Il serra doucement sa main. Ne t'inquiète de rien. Je m'occupe de tout. Pour la première fois depuis l'accident, Amara ressentit un léger soulagement. Au moins, quelqu'un en qui elle avait confiance l'aidait. Mais au fil des jours et des semaines, quelque chose d'étrange commença à se produire. Les visites à l'hôpital commencèrent lentement à diminuer. D'abord, ses cousins cessèrent de venir aussi souvent. Puis ses partenaires d'affaires devinrent trop occupés. Ensuite, même certains membres proches de la famille arrêtèrent complètement de venir. Les excuses devinrent fréquentes. Je suis coincé dans les embouteillages. J'ai une réunion importante. Je viendrai demain. Mais demain arrivait rarement. Même les visites de Kletchi devinrent plus courtes. Au lieu de rester des heures à discuter comme avant, il ne restait maintenant que quelques minutes. Des problèmes d'entreprise, expliquait-il souvent. Il y a beaucoup de choses à gérer. Amara comprenait. Diriger une entreprise de plusieurs milliards n'était pas facile. Mais la solitude dans la chambre d'hôpital devenait chaque jour plus lourde. 3 semaines plus tard, le médecin lui annonça enfin une nouvelle concernant sa sortie. Votre état est suffisamment stable pour quitter l'hôpital, expliqua-t-il. Mais vous aurez besoin de physiothérapie à long terme et d'assistance à domicile. Amara hocha la tête. Elle avait hâte de retourner dans son manoir. Là-bas, elle serait confortable. Sa famille pourrait l'aider à guérir. Son personnel s'occuperait de ses besoins quotidiens. Tout irait bien. Du moins, c'est ce qu'elle croyait point le jour où elle rentra chez elle. Un grand van adapté pour fauteuil roulant la conduisit jusqu'au manoir. Lorsque les grilles s'ouvrirent et que la voiture entra dans la propriété, Amara regarda autour d'elle les lieux familiers. Les jardins étaient toujours aussi beaux que dans ses souvenirs. De grands palmiers se balançaient doucement dans le vent. La fontaine près de l'entrée scintillait sous la lumière du soleil. Mais quelque chose semblait différent. Silencieux. Trop silencieux. Habituellement, la maison bourdonnait d'activité. Des femmes de ménage traversaient les couloirs, des agents de sécurité gardaient les portes, le personnel se déplaçait partout. Aujourd'hui, l'endroit semblait étrangement vide. Le chauffeur l'aida à s'installer dans son fauteuil roulant et la poussa à l'intérieur. Les sols en marbre brillaient sous les lumières du grand lustre, mais la maison paraissait d'une certaine façon plus froide. « Où est tout le monde ?» demanda Amara. Le chauffeur haussa légèrement les épaules. « Je ne suis pas sûr, madame. » Quelques instants plus tard, sa mère apparut dans le salon. « Amara, tu es rentrée ?» dit-elle en la serrant doucement dans ses bras. « Comment s'est passé le trajet ?»
Bien, répondit Amara. Son père les rejoignit bientôt. Ils discutèrent un moment de ses projets de rééducation. Mais à l'approche du soir, Amara remarqua quelque chose d'étrange. Plusieurs membres du personnel avaient disparu. Son chef cuisinier personnel n'était nulle part. Son gestionnaire de maison habituel non plus. Quand elle posa la question, sa mère balaya l'inquiétude d'un geste. Certains ont pris quelques jours de congé. Amara accepta l'explication. Mais le lendemain matin, les choses devinrent encore plus étranges. Quand Amara se réveilla, personne ne vint l'aider. Normalement, une femme de ménage lui apportait le petit déjeuner ou l'aidait à se préparer. Aujourd'hui, le couloir restait silencieux. Après avoir attendu presque 1 heure, elle fit avancer prudemment son fauteuil roulant hors de la chambre. La maison semblait encore une fois anormalement silencieuse. Elle finit par trouver son frère assis dans le salon. Il faisait défiler son téléphone. « Kletchi » dit-elle. Il leva les yeux. « Oh, bonjour. Où est le personnel ?» Il haussa les épaules avec désinvolture. « Certains ont démissionné. »« Démissionné ?» répéta Amara. « Oui. Entretenir un personnel aussi nombreux coûte cher. » Amara fronça les sourcils. « Mais cela n'a jamais été un problème. »« Eh bien, » répondit Kletchi d'un ton léger, « les choses changent. » Quelque chose dans sa voix la dérangea, mais elle était trop fatiguée pour discuter. Au cours des jours suivants, d'autres changements étranges apparurent. Son assistante personnelle cessa de venir. Son chauffeur était rarement présent. Même la sécurité à l'entrée semblait réduite. Pendant ce temps, Kletchi passait de plus en plus de temps enfermé dans le bureau de la maison. Quand Amara lui posait des questions sur l'entreprise, ses réponses restaient vagues. « Tout est sous contrôle. Ne te stresse pas. Concentre-toi sur ta guérison. » Mais tard dans la nuit, Amara l'entendait souvent passer des appels téléphoniques. Des appels sérieux. Des discussions sur des contrats, des actions, le contrôle de l'entreprise. Elle n'entendait pas tout clairement, mais quelque chose n'allait pas. Quelque chose de très grave. Un après-midi, elle roula son fauteuil jusqu'au couloir du bureau et frappa à la porte. Kletchi l'ouvrit à moitié. « Oui ? Je voulais te demander les rapports de l'entreprise. »« Il n'y a rien dont tu dois t'inquiéter, » répondit-il rapidement. « J'aimerais quand même les consulter. » Il hésita, puis força un sourire. « Je te les enverrai plus tard. » Mais il ne le fit jamais. Les jours passèrent. Puis les semaines. Et lentement, la maison qui ressemblait autrefois à un palais commença à ressembler à une cage. Les personnes qui l'entouraient constamment disparaissaient peu à peu. Visite après visite. Jusqu'à ce que le manoir paraisse plus vide que jamais. Et au fond de son cœur, une peur silencieuse commença à grandir. La peur que l'accident n'ait pas seulement pris sa capacité à marcher. Il pourrait aussi lui prendre tout le reste. Le manoir n'avait jamais été aussi silencieux. Pendant des années, la maison d'Amara Okoye avait été pleine de vie. La musique résonnait dans les couloirs pendant les fêtes du week-end. Le personnel allait et venait avec des plateaux de nourriture. Les membres de la famille riaient bruyamment dans le salon en discutant de films ou d'idées d'affaires. Mais maintenant, la maison semblait creuse. Le silence n'était plus paisible. Il était lourd, oppressant. Et chaque jour, il semblait s'aggraver. Amara remarqua les changements peu à peu. D'abord, la gouvernante qui la saluait chaque matin disparut. Le chef qui préparait autrefois de somptueux petits déjeuners s'était volatilisé. Même le jardinier qui entretenait soigneusement les pelouses avait disparu. Chaque fois qu'Amara posait la question, son frère avait une explication. Ils ont trouvé de meilleurs emplois. Ils ont demandé un congé. Nous réduisons les dépenses inutiles. Mais ces explications ne semblaient jamais vraiment justes. Après tout, Amara était toujours l'une des femmes les plus riches du pays. L'argent n'avait jamais été un problème. Malgré tout, elle essaya de ne pas trop remettre cela en question. Elle se concentrait sur sa guérison. Chaque jour, elle se forçait à faire les exercices douloureux recommandés par le physiothérapeute. Ses bras étaient devenus plus forts à force de pousser le fauteuil roulant dans la maison. Mais ses jambes restaient désespérément immobiles. Certains jours, elle essayait de rester positive. D'autres jours, elle pleurait en silence dans sa chambre, là où personne ne pouvait la voir. Ce qui lui faisait le plus mal n'était pas seulement la douleur physique. C'était la solitude. Ses parents,
qui passait autrefois des heures à son chevet à l'hôpital, lui parlait maintenant rarement longtemps. Ils restaient souvent dans leur chambre ou quittaient la maison pour des raisons inconnues. Kletchi semblait constamment occupé avec les affaires de l'entreprise. Chaque fois qu'Amara essayait de parler de travail avec lui, il changeait rapidement de sujet. « Tu devrais te concentrer sur ta guérison », disait-il. « Tu pourras retourner au travail plus tard. » Mais dans son ton, il y avait toujours quelque chose de définitif. Un soir, Amara attendait dans la salle à manger pour le dîner. Normalement, la longue table était remplie de nourriture. Ce soir-là, elle était vide. Pas d'assiette. Pas de personnel. Pas de famille. Après presque une heure d'attente, elle roula lentement jusqu'à la cuisine. La grande cuisine, autrefois pleine d'activités, semblait abandonnée. Les comptoirs étaient vides. La cuisinière était froide. Le réfrigérateur bourdonnait doucement dans un coin. Amara l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait que quelques bouteilles d'eau et des fruits restants. La confusion envahit sa poitrine. Où était tout le monde? Elle prit finalement une pomme et retourna dans sa chambre. Cette nuit-là, elle resta éveillée en fixant le plafond. Quelque chose n'allait pas. Terriblement pas. Mais elle ne comprenait pas encore quoi. Le lendemain matin commença comme les autres. La lumière du soleil entrait par les grandes fenêtres, dessinant des motifs dorés sur le sol en marbre. Amara se réveilla lentement et prit la petite cloche qu'elle utilisait pour appeler le personnel. Elle la fit tinter une fois. Le son résonna faiblement dans le couloir. Personne ne vint. Elle la fit sonner encore. Toujours rien. Peut-être que tout le monde était occupé. Elle attendit quelques minutes avant de la faire sonner encore. Silence. Un malaise s'installa dans sa poitrine. Après presque 20 minutes d'attente, Amara décida d'aller vérifier elle-même. Elle s'installa soigneusement dans son fauteuil roulant et ouvrit la porte de la chambre. Le couloir était étrangement vide. Pas de pas. Pas de voix. Aucun bruit. Elle avança lentement dans le couloir. Les grands tableaux accrochés au mur semblaient l'observer en silence pendant qu'elle passait. « Bonjour » appela-t-elle. Sa voix résonna faiblement. Aucune réponse. Elle arriva près de l'escalier et tourna vers le salon. Il était vide. Les grands canapés étaient intacts. La télévision était éteinte. Les rideaux bougeaient doucement dans la brise du matin. Un frisson parcourut son corps. Maman? Papa? Toujours rien. Ses mains commencèrent à trembler légèrement tandis qu'elle poussait son fauteuil vers l'aile des invités. Les portes étaient ouvertes. Les chambres étaient vides. Les lits soigneusement faits. Les valises avaient disparu. Son cœur commença à battre plus vite. Elle continua à travers la maison. Pièce après pièce. Couloir après couloir. Partout, le même vide inquiétant. Puis elle remarqua quelque chose. La porte du garage était ouverte. Elle s'en approcha lentement. Le grand garage qui contenait autrefois plusieurs voitures de luxe n'en avait plus qu'une seule. La plupart des voitures avaient disparu. Une terrible réalisation commença à se former dans son esprit. Non, murmura-t-elle. Elle fit tourner son fauteuil rapidement et se dirigea vers le hall principal. C'est là qu'elle le vit. Une seule enveloppe blanche posée sur la table. Son nom était écrit dessus. Ses mains tremblaient lorsqu'elle la prit. Pendant un instant, elle hésita. Une peur étrange envahit sa poitrine. Puis elle ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre. L'écriture était incontestable. Celle de Kletchi. Amara commença à lire. Amara, nous discutons de cette situation depuis longtemps. Sa respiration devint superficielle. La vérité est que l'entreprise ne peut plus continuer à fonctionner sous ta direction. Son cœur battait fort dans ses oreilles. Ton accident a tout changé. Des larmes commencèrent à apparaître dans ses yeux. Le conseil d'administration a accepté que je prenne définitivement la direction de l'entreprise et des biens familiaux. Ses mains tremblaient violemment. Tu ne peux plus diriger l'entreprise comme avant. C'est mieux ainsi. Une larme coula sur sa joue. Puis une autre. Les dernières lignes de la lettre brisèrent ce qui restait de son cœur. Nous avons déplacé la plupart des opérations et des propriétés sous une nouvelle gestion. Tu devrais te concentrer sur l'adaptation à ta nouvelle vie. Bonne chance. Il n'y avait pas de signature. Mais elle n'en avait pas besoin. Amara abaissa lentement la lettre. Tout son corps semblait engourdi. Ils avaient tout pris.
ses entreprises, ses propriétés, son pouvoir. Et pire encore, ils l'avaient laissé derrière eux. Seule. Dans la maison qu'elle avait construite pour eux. La réalité la frappa comme un coup physique. Sa propre famille l'avait abandonnée. Pas des étrangers. Pas des ennemis. Mais les personnes même en qui elle avait confiance. Celles qu'elle avait soutenues. Celles dont elle avait changé la vie grâce à son succès. Ils avaient tout pris, et ils étaient partis. Un sanglot brisé s'échappa de ses lèvres. Pendant longtemps, Amara resta simplement là, assise dans le couloir silencieux, serrant la lettre contre elle. Le manoir qui symbolisait autrefois sa réussite ressemblait maintenant à une prison. Une prison construite avec la trahison. Dehors, le soleil éclatant du matin continuait de briller. Les oiseaux chantaient dans les arbres. Des voitures passaient sur la route au loin. La vie continuait normalement. Mais à l'intérieur de l'immense manoir sur la colline, l'ancienne milliardaire puissante était assise seule dans son fauteuil roulant, abandonnée par les personnes même qu'elle aimait. Et elle n'avait aucune idée de comment elle survivrait aux jours à venir. Le premier jour après le départ de sa famille, Amara bougea à peine de l'entrée. Elle resta là dans son fauteuil roulant, la lettre toujours serrée dans ses mains tremblantes. Son esprit refusait d'accepter ce qui s'était passé. Ils vont revenir, murmura-t-elle doucement pour elle-même. Peut-être qu'ils étaient simplement sortis pour la journée. Peut-être que Kletchi avait écrit cette lettre sous l'effet de la colère. Peut-être que tout cela n'était qu'un malentendu. Le manoir était trop grand pour rester vide longtemps. Quelqu'un franchirait sûrement la porte bientôt. Sa mère. Son père. Son frère. N'importe qui. Mais les heures passèrent. Le matin devint lentement l'après-midi. Puis le soir. Et personne ne vint. Le silence dans le manoir devint insupportable. Amara se força finalement à bouger. Elle roula lentement vers la cuisine, espérant trouver quelque chose à manger. Le réfrigérateur était presque vide. Une bouteille d'eau. 2 pommes. Un demi-pain. C'était tout. Pour quelqu'un qui avait autrefois organisé des dîners pour des dizaines d'invités, la vue était douloureuse. Amara prit une pomme et retourna vers le salon. L'immense pièce résonnait doucement à chaque mouvement de son fauteuil roulant. Elle n'avait jamais remarqué à quel point la maison était grande jusqu'à maintenant. Sans voix. Sans musique. Sans personne. Le manoir paraissait immense et solitaire. Cette nuit-là, Amara essaya d'appeler son frère. Le téléphone sonna, puis passa directement sur la messagerie. Elle réessaya. Le même résultat. Ensuite, elle appela sa mère. Aucune réponse. Son père. Aucune réponse. Même certains de ses cousins. Rien. Comme si tout le monde avait soudainement disparu de sa vie. Un poids froid s'installa dans sa poitrine. Pour la première fois depuis qu'elle avait lu la lettre, la vérité commença vraiment à s'imposer. Il ne reviendrait pas. Il l'avait vraiment laissé seule. Le lendemain matin, la faim la réveilla tôt. Son estomac grondait bruyamment lorsqu'elle ouvrit les yeux. Pendant un instant, elle oublia tout ce qui s'était passé. Puis le silence de la maison le lui rappela. Amara se redressa lentement dans le lit et se transféra dans son fauteuil roulant. Ses bras lui faisaient mal à cause de l'effort. Avant l'accident, elle n'avait jamais réalisé à quel point les gestes les plus simples pouvaient être difficiles. Maintenant, chaque tâche demandait un effort soigneux. Elle roula de nouveau vers la cuisine. Le réfrigérateur semblait encore plus vide que la veille. Il ne restait qu'une pomme et la bouteille d'eau. Elle les fixa longuement. D'accord, murmura-t-elle doucement. On va trouver une solution. Elle mangea la pomme lentement, essayant de la faire durer. Puis elle but un peu d'eau. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était quelque chose. Ensuite, elle roula vers le salon et regarda à travers les grandes fenêtres. La ville de Lagos s'étendait au loin. Les voitures circulaient sur les routes. Les gens marchaient sur les trottoirs. Le monde continuait normalement. Mais à l'intérieur du manoir, le temps semblait figé. Amara tenta d'appeler quelques anciens employés. Son assistante. Le comptable de son entreprise. Même son avocat. Personne ne répondit. Le sentiment d'isolement devint plus lourd à chaque appel sans réponse. Finalement, elle décida d'essayer d'accéder à ses comptes bancaires. Peut-être pourrait-elle commander des courses ou appeler de l'aide. Peut-être que les choses s'amélioreraient. Elle ouvrit son ordinateur portable,
se connecta à son application bancaire. Et se figea. Accès refusé. Elle réessaya. Le même message apparut. Ses mains commencèrent à trembler. Non, non, ce n'est pas possible. Elle tenta de se connecter à un autre compte. Refusé. Un autre. Refusé. Sa respiration devint irrégulière. Ils avaient bloqué ses comptes. Son frère et le conseil d'administration avaient sûrement pris le contrôle de tout. Même de son argent. La dernière sécurité qu'elle pensait avoir avait disparu. Amara ferma lentement l'ordinateur. Les larmes brouillaient sa vision. Pendant des années, elle avait soutenu tout le monde. Payé tout le monde. Protégé tout le monde. Et maintenant, elle ne pouvait même plus acheter de la nourriture. Les jours suivants devinrent une routine douloureuse. Chaque matin, elle fouillait la maison à la recherche de quelque chose de comestible. De vieux biscuits dans un placard. Une boîte de soupe oubliée. Parfois elle trouvait quelque chose. Parfois rien. Se déplacer dans le manoir devenait épuisant. Les sols en marbre rendaient le fauteuil roulant difficile à pousser. Ses bras devenaient douloureux. Des ampoules apparurent sur ses paumes. Mais elle se força à continuer. Rester immobile rendait la solitude encore pire. Parfois, elle roulait dans différentes pièces justes pour se rappeler qu'elle était encore en vie. L'immense salle à manger. La bibliothèque silencieuse. Le balcon donnant sur les jardins. Chaque endroit portait les souvenirs d'une vie qui semblait maintenant très lointaine. Un après-midi, elle roula de nouveau dans le garage. Les espaces vides où se trouvaient autrefois les voitures de luxe lui rappelaient encore ce qu'elle avait perdu. Même les gardes de sécurité avaient disparu. Les grilles extérieures restaient fermées. Mais plus personne ne les surveillait. C'était vraiment juste elle. Seule dans une maison construite pour des dizaines de personnes. À la fin de la semaine, les forces d'Amara commencèrent à diminuer. Ses repas étaient trop petits. Son corps se remettait encore de l'accident. Le manque de nourriture aggravait tout. Un soir, elle essaya de cuisiner quelque chose de simple. Elle réussit à approcher son fauteuil roulant de la cuisinière, mais atteindre les casseroles et les ingrédients depuis la position assise était difficile. En essayant de soulever une petite casserole, son bras glissa. Bang! La casserole tomba bruyamment sur le sol. Le bruit résonna douloureusement dans la maison vide. Amara fixa le désordre pendant un long moment. Puis elle couvrit lentement son visage avec ses mains. Des larmes glissèrent entre ses doigts. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-elle. Sa voix paraissait minuscule dans l'immense cuisine. « Je ne peux pas vivre comme ça. » Elle avait autrefois dirigé des salles de réunion remplies de dirigeants puissants. Maintenant, elle luttait simplement pour préparer un repas. Le contraste était insupportable. Pour la première fois depuis l'accident, un véritable désespoir commença à envahir son cœur. Et si c'était sa vie maintenant? Et si personne ne revenait jamais? Et si elle mourait lentement de faim dans ce manoir? Cette pensée la terrifia. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Chaque bruit dans la maison la rendait nerveuse. Le craquement du bois. Le vent contre les fenêtres. Le bruissement des branches d'arbres dehors. Le manoir qui lui donnait autrefois un sentiment de sécurité paraissait maintenant effrayant. Comme une énorme coquille vide. Les jours continuèrent à passer lentement. Amara perdit la notion du temps. Parfois, elle restait des heures près des fenêtres de l'entrée à regarder la route derrière les grilles. De temps en temps, une voiture passait. Mais aucune ne s'arrêtait. Pas de visiteurs. Pas de livraison. Rien. Sa vie autrefois puissante se résumait désormais à attendre. Attendre et espérer que quelqu'un apparaisse. N'importe qui. À la fin de la deuxième semaine, son corps se sentait plus faible que jamais. Même pousser le fauteuil roulant devenait épuisant. Cet après-midi-là, elle était assise près de l'entrée principale, regardant les grilles fermées au loin. Le soleil brillant rendait le monde extérieur plein de vie et d'espoir. Mais à l'intérieur du manoir, tout restait froid et silencieux. Amara appuya sa tête contre le fauteuil et ferma les yeux. Elle se sentait fatiguée. Tellement fatiguée. Pour la première fois de sa vie, la milliardaire qui avait autrefois contrôlé des empires se sentait complètement impuissante. Elle ne le savait pas encore. Mais quelque part derrière ces grilles, quelqu'un s'apprêtait à frapper à la porte. Quelqu'un qui allait tout changer. Le soleil de l'après-midi brillait haut dans le ciel,
projetant de longs rayons dorés sur les terrains silencieux du manoir. Dehors, derrière les grandes grilles de fer, le monde continuait comme d'habitude. Les voitures passaient. Les vendeurs de rue appelaient leurs clients. Et au loin, le bruit du trafic de Lagos bourdonnait en arrière-plan. Mais à l'intérieur du manoir, tout restait silencieux. Amara était assise près de l'entrée principale dans son fauteuil roulant, fixant les grilles fermées au loin. Son corps se sentait faible et ses bras lui faisaient mal après avoir essayé de se déplacer dans la maison toute la matinée. Elle n'avait rien mangé ce jour-là. Le dernier morceau de pain avait été terminé la veille. Son estomac grondait douloureusement. Autrefois, cette maison était pleine de vie. Maintenant, elle ressemblait à un musée vide. Amara posa sa tête contre le dossier du fauteuil et ferma les yeux. Peut-être devrait-elle essayer d'appeler quelqu'un encore une fois. Peut-être que quelqu'un répondrait enfin. Mais avant qu'elle puisse attraper son téléphone, un léger bruit résonna dans l'air silencieux. Toc. Amara ouvrit lentement les yeux. Avait-elle imaginé ce bruit? La maison était si silencieuse ces derniers temps que parfois son esprit lui jouait des tours. Elle attendit. Puis le bruit se fit entendre de nouveau. Toc, toc, toc. Le bruit venait du portail. Amara se redressa légèrement dans son fauteuil roulant. Son cœur se mit à battre plus vite. Quelqu'un était dehors. Elle poussa doucement les roues et s'approcha de la grande fenêtre près de l'entrée. À travers la vitre, elle pouvait à peine voir le grand portail au bout de l'allée. Un homme se tenait là. Il portait un uniforme bleu et avait un sac postal marron sur l'épaule. Un facteur. Il frappa de nouveau, plus fort, sur le portail métallique. « Bonjour » cria-t-il. « Livraison » Amara le regarda, incrédule. Elle n'avait vu aucun autre être humain depuis des jours. Pendant un moment, elle resta simplement là, sans savoir quoi faire. Le facteur attendit quelques secondes, puis frappa encore. « Bonjour. Il y a quelqu'un » Amara tourna rapidement son fauteuil roulant et commença à se diriger vers la porte. La distance lui sembla plus longue que d'habitude. Ses bras se contractaient sous l'effort alors qu'elle traversait le sol en marbre poli. Quand elle atteignit enfin la porte d'entrée, elle respirait lourdement. Elle la déverrouilla lentement et l'ouvrit. La lumière vive du soleil lui fit plisser légèrement les yeux. Le facteur parut surpris en la voyant. « Bonjour madame » dit-il poliment. Il s'approcha un peu du portail. « Je m'appelle Daniel. J'ai du courrier à livrer pour cette adresse. » Amara hocha faiblement la tête. Sa voix sortit plus douce qu'elle ne l'aurait pensé. « Vous pouvez entrer. » Daniel eut l'air légèrement confus. « Le portail est fermé. »« Oh !» Amara réalisa qu'elle n'avait pas pensé à cela. Elle pointa du doigt le petit panneau de contrôle près de la porte. Appuyez sur le bouton vert. Daniel le fit. Les grands portails métalliques s'ouvrirent lentement avec un bruit mécanique. Il marcha le long de la grande allée vers la maison, regardant autour de lui avec curiosité l'immense propriété. Quand il arriva aux marches de l'entrée, il s'arrêta. Ses yeux s'agrandirent légèrement en voyant Amara assise seule dans son fauteuil roulant. « Vous êtes mademoiselle Okwa, n'est-ce pas » demanda-t-il prudemment. Amara hocha légèrement la tête. « Oui. » Daniel avait déjà entendu ce nom. Presque tout le monde en ville l'avait entendu. Elle était célèbre, une femme d'affaires milliardaire. Mais la voir maintenant, pâle et seule dans un fauteuil roulant, n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Il lui tendit un petit paquet de lettres. Elles sont arrivées au bureau de poste plus tôt cette semaine. Amara les prit silencieusement. Merci. Daniel resta là un instant. Quelque chose dans la situation lui semblait étrange. Le manoir était trop calme, trop vide. D'habitude, les maisons comme celle-ci avaient des gardes de sécurité, du personnel, des chauffeurs, des gens qui allaient et venaient constamment. Mais aujourd'hui, il n'y avait personne. Juste la femme dans le fauteuil roulant. Daniel se déplaça légèrement, mal à l'aise. « Tout va bien ici » Amara hésita. Pendant un instant, elle faillit dire oui. C'était la réponse qu'elle donnait toujours. La réponse sûre. Mais quelque chose dans l'expression inquiète de Daniel la fit hésiter. Soudain, son estomac gargouilla bruyamment. Assez fort pour qu'ils l'entendent tous les deux. La honte envahit son visage. Daniel fronça légèrement les sourcils. « Madame, avez-vous mangé aujourd'hui » Amara regarda ses mains. « Non. » Le mot sortit presque comme un murmure.
Daniel cligna des yeux, surpris. Vous n'avez pas mangé? Elle secoua lentement la tête. Je n'ai plus de nourriture. Daniel regarda le grand manoir derrière elle. Sa confusion grandit. Où est votre personnel? Ils sont partis. Et votre famille? Eux aussi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. L'expression de Daniel s'adoucit. Sans poser une autre question, il entra dans la maison. Où est votre cuisine? Demanda-t-il. Amara pointa faiblement le couloir. Par là. Daniel s'y dirigea rapidement. Quand il ouvrit le réfrigérateur, il comprit immédiatement la situation. Presque vide. Il ne restait qu'une bouteille d'eau. Il se tourna vers Amara. Attendez ici, s'il vous plaît. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se dépêcha de sortir. Amara resta assise là, silencieuse, se demandant s'il reviendrait. Après tout ce qui s'était passé, faire confiance aux gens était devenu difficile. Mais 20 minutes plus tard, Daniel revint par le portail en portant 2 sacs de courses en plastique. Il les posa doucement sur le comptoir de la cuisine. Du pain, des œufs, du lait, du riz, même quelques légumes. Amara regarda la nourriture, incrédule. Vous avez acheté tout ça? Daniel hocha simplement la tête. Vous devez manger. Il se mit à bouger dans la cuisine comme quelqu'un habitué aux tâches simples. Bientôt, le bruit de la cuisine remplit la maison silencieuse. Les œufs grésillaient dans la poêle. Le pain grillait légèrement. L'odeur de la nourriture chaude se répandit dans la pièce. Amara sentit des larmes monter à ses yeux. Cela faisait si longtemps que quelqu'un n'avait pas cuisiné pour elle. Daniel prépara soigneusement une petite assiette et la posa devant elle sur la table. Mangez doucement, dit-il gentiment. Amara prit la fourchette avec des mains tremblantes. La première bouchée fut presque bouleversante. Chaude, réelle, réconfortante. Les larmes glissèrent sur ses joues pendant qu'elle mangeait. Daniel fit semblant de ne pas remarquer, lui laissant un peu d'intimité. Après quelques minutes, il s'assit en face d'elle. « Vous ne devriez pas être seul ici, dit-il doucement. Amara essuya ses yeux. « Je ne l'ai pas choisi. » Daniel hocha lentement la tête. Il ne posa pas d'autres questions. Parfois, le silence montre plus de gentillesse que la curiosité. Quand elle eut fini de manger, Amara se pencha en arrière dans son fauteuil roulant. Pour la première fois depuis plusieurs jours, elle se sentait un peu plus forte. Daniel se leva et commença à laver la vaisselle. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » dit Amara doucement. Il haussa les épaules. « Ce n'est pas un problème. » Quand il eut terminé, il se dirigea vers la porte. « Je dois retourner travailler. » Amara sentit une petite vague de panique. La maison allait redevenir vide. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Daniel se retourna. « Je livre le courrier dans ce quartier tous les jours. » Il hésita un instant. « Je peux passer demain, si ça ne vous dérange pas. » Amara leva les yeux vers lui. Un inconnu. Un simple facteur. Et pourtant, il lui avait montré plus de gentillesse en un après-midi que quiconque depuis des semaines. Elle hocha lentement la tête. « J'aimerais bien. » Daniel sourit chaleureusement. « Parfait. » Il prit son sac postal et se dirigea vers la porte. Pendant qu'il descendait l'allée, Amara le regarda par la fenêtre. Pour la première fois depuis que sa famille l'avait abandonné, le manoir ne semblait plus aussi vide. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une petite étincelle d'espoir. Le lendemain matin, Amara se réveilla plus tôt que d'habitude. La lumière du soleil passait doucement à travers les grands rideaux de sa chambre, dessinant des motifs dorés sur le sol en marbre. Pendant un moment, elle resta allongée, écoutant le léger bourdonnement du climatiseur et le chant lointain des oiseaux. Mais quelque chose semblait différent. Pour la première fois depuis plusieurs jours, le silence du manoir ne paraissait pas aussi étouffant. Le souvenir de la veille lui revint lentement. Le facteur. Daniel. Les courses. Le repas chaud. Amara s'assit lentement et se transféra avec précaution dans son fauteuil roulant. Ses bras étaient encore faibles, mais la nourriture qu'elle avait mangée la veille lui avait redonné un peu de force. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. Le portail était fermé, comme toujours. La longue allée traversait la pelouse verte. Tout semblait identique. Pourtant, elle se surprit à regarder le portail plus attentivement que d'habitude. Reviendrait-il vraiment? Elle n'en était pas sûre.
Après tout, Daniel n'était qu'un facteur. Il avait sa propre vie, ses propres responsabilités. Peut-être que ce qu'il avait fait hier n'était qu'un simple geste de gentillesse. Peut-être qu'il ne reviendrait pas. Amara soupira doucement et se dirigea vers la cuisine. À sa surprise, voir de la nourriture dans le réfrigérateur la fit s'arrêter un instant. Du pain, du lait, des œufs, du riz, des choses simples. Mais pour elle, elles semblaient maintenant incroyablement précieuses. Elle réussit à préparer un petit déjeuner avec un peu d'effort. Casser les œufs depuis son fauteuil roulant était difficile, mais elle finit par y arriver. Quand elle eut terminé, elle lava l'assiette et la posa soigneusement dans l'évier. Puis elle attendit. La matinée passa lentement. Amara essaya de lire quelques lettres que Daniel avait livrées la veille, mais son esprit vagabondait sans cesse. Toutes les quelques minutes, elle jetait un coup d'œil vers la fenêtre. Toujours rien. Vers midi, elle commença à se convaincre qu'il ne viendrait probablement pas. Elle se dirigea vers le salon et alluma la télévision pour rompre le silence. Mais le bruit lui semblait étrange dans cette maison si calme. Finalement, elle l'éteignit. Au début de l'après-midi, Amara retourna près de la fenêtre de l'entrée. Juste au moment où elle allait se détourner. Elle le vit. Un uniforme bleu familier qui marchait vers le portail. Son cœur se souleva légèrement. Daniel était revenu. Il frappa 2 fois au portail. Livraison. Amara se dirigea rapidement vers le panneau de contrôle et appuya sur le bouton vert. Le portail s'ouvrit lentement. Daniel remonta l'allée avec son sac postal habituel. Mais cette fois, il tenait aussi un petit sac en papier dans son autre main. « Bonjour », dit-il avec un sourire amical en arrivant à la porte. Amara lui rendit son sourire. « Bonjour ». Il lui tendit quelques enveloppes. « Juste quelques lettres aujourd'hui. » Puis il leva le petit sac. « Et j'ai apporté quelque chose. » Amara le regarda avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ?»« Le déjeuner », répondit-il simplement. Dans le sac se trouvaient 2 boîtes de riz avec de la sauce. Amara cligna des yeux, surprise. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » Daniel haussa simplement les épaules. « J'en ai préparé un peu plus. » Bien sûr, ce n'était pas tout à fait vrai. Il l'avait acheté dans un petit restaurant pendant sa pause déjeuner. Mais il ne jugea pas nécessaire de le préciser. Il posa les boîtes sur la table de la cuisine. Mangeons. Cette phrase simple lui parut étrangement réconfortante. Amara roula son fauteuil un peu plus près de la table. Ils mangèrent d'abord en silence. Puis, après quelques minutes, Daniel parla. « Alors, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Un peu mieux, » admit Amara. « Bien. » Il jeta de nouveau un regard autour de la grande cuisine. « Avez-vous réussi à vous déplacer dans la maison ? » « Plus ou moins, » répondit-elle. « Mais c'est fatigant. » Daniel hocha la tête pensivement. Après le déjeuner, il se leva et s'étira légèrement. « Je devrais retourner travailler. » Amara sentit encore cette petite vague de solitude. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Daniel ajouta. « Ma tournée passe par ici tous les jours à cette heure-là. » Il hésita brièvement. « Si cela ne vous dérange pas, je peux m'arrêter quand j'ai terminé de livrer le courrier. » Amara leva les yeux vers lui. « Vous feriez vraiment ça ? » « Bien sûr, » répondit-il avec un petit sourire. « C'est sur mon chemin. » Elle hocha la tête avec gratitude. « J'aimerais bien. » Et ainsi commença une routine silencieuse. Chaque après-midi, Daniel s'arrêtait au manoir. Au début, les visites étaient simples. Il apportait le courrier du jour. Parfois il apportait de la nourriture. D'autres fois, il s'asseyait simplement et parlait un moment avec Amara avant de partir. Au début, les conversations étaient légères. La météo. Les événements du quotidien. Des histoires sur sa tournée de distribution. Daniel lui racontait des anecdotes amusantes sur les chiens qui le poursuivaient pendant qu'il distribuait les lettres, ou sur des clients qui oubliaient de vérifier leur boîte aux lettres pendant des mois. Amara se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Peu à peu, le manoir commença à sembler un peu moins vide. Mais un après-midi, Daniel remarqua quelque chose qui l'inquiéta. Amara avait du mal à pousser son fauteuil roulant à travers le salon. Ses bras tremblaient sous l'effort. « Vous ne devriez pas vous forcer comme ça, » dit-il doucement. « Il faut bien que je me déplace, » répondit-elle. Daniel s'accroupit près de son fauteuil. « Les médecins vous ont donné des exercices de physiothérapie ?
Amara soupira. Oui, mais à quoi bon? Elle détourna le regard. À quoi ça sert? Daniel fronça légèrement les sourcils. Comment ça? Le médecin a dit que je pourrais ne plus jamais marcher. Sa voix semblait vaincue. Alors les exercices ne changeront probablement rien. Daniel l'observa en silence pendant un moment. Puis il secoua la tête. Les médecins ne savent pas toujours tout. Amara le regarda avec scepticisme. Vous pensez que je peux juste me lever et marcher de nouveau? Non, répondit-il calmement. Mais je pense que le corps humain est plus fort que ce que les gens croient. Il se leva. Montrez-moi les exercices qu'on vous a donnés. Amara hésita. Cela faisait des semaines qu'elle n'avait même pas essayé de les faire. Mais elle roula tout de même vers l'endroit du salon où le physiothérapeute lui avait montré les mouvements. Daniel écouta attentivement pendant qu'elle expliquait. Puis il hocha la tête. D'accord. Il rapprocha une chaise. On va commencer doucement. On? Demanda Amara. Oui, répondit Daniel simplement. Je vais vous aider. Amara le fixa. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je sais. Il sourit. Mais j'en ai envie. Un peu à contre-cœur, elle accepta son aide. Le premier exercice était simple, étirer les jambes et essayer d'activer les muscles. Daniel la soutint soigneusement pendant qu'elle essayait. C'était difficile. Douloureux. Frustrant. Mais Daniel resta patient. Bien, l'encouragea-t-il. Essayez encore. Ils s'entraînèrent pendant près de 30 minutes. À la fin, Amara était épuisée. Mais quelque chose d'autre la surprit. Pour la première fois depuis l'accident, elle ressentait de l'espoir. Daniel se leva et essuya ses mains. Ça suffit pour aujourd'hui. Amara se pencha en arrière dans son fauteuil, respirant lourdement. Vous pensez vraiment que ça peut marcher? Daniel haussa les épaules. Je pense qu'abandonner ne marchera certainement pas. Elle rit doucement. Vous êtes très têtu. On me l'a déjà dit. Il prit son sac de courrier et se dirigea vers la porte. Même heure demain. Amara hocha la tête. Oui. Alors que Daniel descendait l'allée, elle le regarda encore par la fenêtre. Quelque chose dans son cœur avait commencé à changer. Le manoir était toujours silencieux. Sa famille était toujours partie. Sa vie était toujours incertaine. Mais maintenant, quelqu'un revenait chaque jour. Et parfois, cela suffit pour maintenir l'espoir en vie. Les exercices continuèrent le lendemain. Puis le lendemain encore. Et encore. Au début, Amara pensait que cela ne durerait que quelques jours. Après tout, Daniel était un facteur avec ses propres responsabilités. Il semblait peu probable qu'il continue à revenir juste pour aider quelqu'un qu'il connaissait à peine. Mais il continua. Chaque après-midi, juste au moment où le soleil commençait à descendre dans le ciel, le coup familier résonnait au portail. Toc, toc, livraison. Et chaque fois, Amara sentait une petite étincelle de bonheur dans sa poitrine. C'était devenu le moment de la journée qu'elle attendait le plus. Daniel n'arrivait jamais les mains vides. Parfois il apportait du pain frais ou des fruits. D'autres jours, c'était de la nourriture à emporter d'un petit restaurant voisin. Et parfois il n'apportait rien d'autre qu'un sourire chaleureux et son sac postal. Mais il apportait toujours quelque chose d'encore plus important. De l'encouragement. Prête pour l'entraînement d'aujourd'hui? Disait-il joyeusement en posant son sac. Amara gémissait souvent en réponse. Entraînement? Tu parles comme si je me préparais pour les Jeux Olympiques. Daniel riait. Chaque champion commence quelque part. Les premiers jours furent incroyablement difficiles. La plupart des exercices étaient simples. Étendre les jambes. Essayer de contracter des muscles qui réagissaient à peine. Apprendre à déplacer son poids. Mais même ces petits mouvements lui prenaient toute son énergie. Parfois elle se sentait frustrée. Parfois elle se mettait en colère. Un après-midi, presque 2 mois après le début de l'entraînement, Daniel apporta une paire de supports de marche légers. Amara leva un sourcil. Qu'est-ce que c'est? Des barres de marche. Elle le fixa. Tu plaisantes. Non. Daniel, je peux à peine me tenir debout. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Amara rit nerveusement. Tu es vraiment sérieux? Bien sûr. Il installa soigneusement les barres. Prête à essayer? Amara hésita. La peur s'insinua dans son esprit. Et si elle tombait? Et si ses jambes échouaient complètement? Mais la voix calme de Daniel interrompit ses pensées.
Je suis juste ici. Elle prit une profonde inspiration. D'accord. Avec son aide, elle se poussa lentement vers le haut. Ses jambes tremblaient lorsque ses pieds touchèrent le sol. Daniel tenait fermement ses bras. Tu es debout, dit-il doucement. Amara regarda ses pieds. Des larmes remplirent ses yeux. Oui, elle s'était déjà tenue debout plus souvent récemment. Mais ce moment était différent. Parce que maintenant, ils allaient essayer de marcher. Penche légèrement ton poids vers l'avant, instruisit Daniel. Amara obéit. Son corps vacilla. Maintenant, avance ton pied gauche. Elle hésita. J'ai peur. C'est normal. Daniel serra doucement son bras. Mais tu es prête. Amara ferma brièvement les yeux. Puis elle bougea son pied. Un seul pas. Mais c'était un pas. Son corps se figea d'incrédulité. J'ai marché, murmura-t-elle. Daniel rit joyeusement. Oui, tu as marché. Amara le regarda, les larmes coulant sur ses joues. J'ai vraiment marché. Il hocha la tête avec fierté. Et demain, tu en feras 2. Pour la première fois depuis l'accident, Amara ressentit quelque chose qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. L'espoir. Pas seulement l'espoir de guérir, mais l'espoir de vivre. Et debout là, soutenue par l'homme qui refusait d'abandonner pour elle, elle réalisa aussi une autre chose. Parfois, les personnes qui changent le plus votre vie sont celles auxquelles on s'attend le moins. Après le jour où Amara fit son premier pas, quelque chose en elle changea. Pendant des mois, sa vie avait été entourée d'obscurité, de douleur, de trahison et de solitude. Chaque matin commençait avec la même lourdeur dans sa poitrine. La même question résonnait dans sa tête. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Mais maintenant, il y avait quelque chose de nouveau. L'espoir. Au début, c'était petit. Comme la faible lueur d'une bougie dans une pièce sombre. Mais chaque jour, cette lumière grandissait. Et Daniel était celui qui la maintenait allumée. Leurs séances d'entraînement devinrent plus sérieuses après ce premier pas. Chaque après-midi, une fois sa tournée terminée, Daniel arrivait au manoir avec son coup familier. Livraison. Amara roulait jusqu'au panneau de contrôle et appuyait sur le bouton vert pour ouvrir le portail. Quand il arrivait à la porte, elle souriait déjà. Tu deviens plus rapide avec ce fauteuil, plaisanta-t-il un après-midi. C'est parce que quelqu'un me torture avec des exercices, répondit-elle en riant. Daniel éclata de rire. Si tu appelles marcher une torture, alors oui, je suis coupable. Les progrès continuèrent lentement mais sûrement. Au début, Amara ne pouvait faire qu'1 ou 2 pas en tenant les barres de soutien. Ses jambes tremblaient constamment. Son équilibre restait fragile. Mais Daniel restait toujours près d'elle. Bien, disait-il. Maintenant, essaie encore un pas. Parfois elle réussissait. Parfois non. Mais elle n'arrêtait jamais d'essayer. Au-delà des exercices, autre chose commença à grandir entre eux. La conversation. Au début, leur discussion était simple et polie. Mais avec les semaines, ils commencèrent à partager davantage sur leur vie. Un après-midi, après un entraînement particulièrement épuisant, Amara s'effondra sur le canapé. J'ai l'impression de venir de courir un marathon, gémit-elle. Daniel lui tendit une bouteille d'eau. Tu me remercieras plus tard. Je te déteste déjà, plaisanta-t-elle faiblement. Daniel s'assit en face d'elle. Parfait. Ça veut dire que l'entraînement fonctionne. Ils rirent tous les deux. La pièce semblait soudain chaleureuse et confortable. Puis Amara le regarda avec curiosité. Tu sais, dit-elle, j'ai beaucoup parlé de moi, mais je ne sais presque rien de toi. Daniel haussa légèrement les épaules. Il n'y a pas grand-chose à raconter. J'en doute. Elle se pencha légèrement en avant. Où as-tu grandi? Daniel hésita un moment avant de répondre. Dans une petite ville de l'État d'Eugène. Vraiment? Oui. Il sourit légèrement. Mon père était mécanicien. Et ma mère vendait des légumes au marché. Amara écouta silencieusement. As-tu toujours été facteur? Daniel eut un petit rire. Non. En réalité, je voulais être enseignant. Qu'est-ce qui s'est passé? La vie, répondit-il simplement. Il expliqua qu'après avoir terminé l'école secondaire, son père était tombé malade. Les frais médicaux avaient rapidement épuisé toutes les économies de la famille. Daniel avait été obligé de trouver du travail immédiatement pour les aider. Le poste au service postal avait été la première opportunité stable qu'il avait trouvée.
Je pensais que ce serait seulement temporaire, admit-il. Mais le temps a passé. Amara l'observa pensivement. Tu as sacrifié tes rêves pour ta famille. Daniel haussa encore les épaules. La famille passe avant tout. Ces mots frappèrent Amara profondément. Sa propre famille avait fait exactement le contraire. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis Daniel se racla la gorge. Et toi? Demanda-t-il. Tu as construit une entreprise d'1 milliard de dollars avant d'avoir 35 ans. 32, corrigea-t-elle. Il leva un sourcil. C'est encore plus impressionnant. Amara esquissa un léger sourire. Sur le moment, ça ne paraissait pas impressionnant. Elle lui raconta son enfance à Anugu, comment elle avait réparé un ordinateur cassé à 14 ans, et comment elle avait construit son entreprise en partant d'un minuscule appartement. Daniel écouta attentivement. Tu as dû travailler incroyablement dur, dit-il. Oui. Elle marqua une pause. Mais ce qui est drôle, c'est que le succès ne m'a pas donné la vie que je pensais avoir. Daniel pencha légèrement la tête. Comment ça? Amara regarda autour d'elle le gigantesque manoir. Tout ça, dit-elle doucement. Vu de l'extérieur, tout semblait parfait. Mais la plupart des gens autour de moi n'étaient là que pour l'argent. Daniel hocha lentement la tête. Je m'en doutais un peu. Elle le regarda avec surprise. Vraiment? Oui, répondit-il pensivement. Les gens montrent leur vrai caractère quand l'argent est en jeu. Amara rit doucement. C'est tout à fait vrai. Leurs conversations devinrent de plus en plus longues chaque jour. Parfois, ils parlaient en déjeunant ensemble. D'autres fois, ils s'asseyaient sur le balcon qui donnait sur les jardins et profitaient de la brise fraîche du soir. Daniel racontait souvent des histoires amusantes de sa tournée. Une concernait un chien qui le poursuivait dans la rue tous les mardis. Une autre parlait d'un client qui avait accidentellement envoyé une lettre, à sa propre adresse. Amara riait tellement que des larmes lui montaient aux yeux. Je n'ai pas ri comme ça depuis des années, avoua-t-elle. Daniel sourit chaleureusement. Le rire est une bonne thérapie. Mais il y avait aussi des moments plus calmes. Des moments où aucun des deux ne parlait. Des moments où ils restaient simplement assis ensemble dans un silence confortable. Amara commença à remarquer de petites choses chez lui. La façon dont il retroussait toujours ses manches quand il travaillait. La façon dont il souriait chaque fois qu'elle faisait un progrès pendant les exercices. Et surtout, la façon dont il ne la traitait jamais comme une milliardaire. Pour Daniel, elle n'était pas une célèbre femme d'affaires. Elle était simplement Amara. Et cela comptait plus pour elle qu'il ne pouvait l'imaginer. Un soir, après une longue séance d'entraînement, Amara réussit à marcher presque 6 pas sans s'arrêter. Daniel applaudit fièrement. C'est incroyable. Amara rit en reprenant son souffle. J'ai l'impression que mes jambes vont tomber. Mais tu l'as fait. Elle s'assit, essuyant la sueur sur son front. Seulement parce que tu ne m'as pas laissé abandonner. Daniel s'appuya contre le mur. Quelqu'un doit croire en toi. Amara leva les yeux vers lui. Toi, tu y crois toujours. Daniel sembla légèrement gêné. Eh bien, quelqu'un doit le faire. Elle observa son visage pendant un moment. Puis elle posa une question qu'elle ne pensait pas poser. Pourquoi m'as-tu aidé? Daniel cligna des yeux. Comment ça? Tu aurais pu partir le premier jour où tu m'as vu ici, dit-elle doucement. Tu ne me connaissais pas. Tu ne me devais rien. Il réfléchit un instant. Puis il haussa légèrement les épaules. Tu avais besoin de quelqu'un. La simplicité de sa réponse la stupéfia. Pas de grande explication. Pas de raison compliquée. Juste, de la gentillesse. Amara sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Pendant des années, elle avait rencontré des gens qui calculaient chaque décision en fonction du profit ou de l'avantage. Mais Daniel l'avait aidé sans rien attendre en retour. Cette réalisation la toucha profondément. Alors que le soleil se couchait lentement derrière les grandes fenêtres, peignant le ciel de nuances oranges et dorées, Amara regarda l'homme debout à côté d'elle. L'homme qui l'avait nourrie quand elle mourait de faim. L'homme qui l'avait aidé à marcher de nouveau. L'homme qui revenait chaque jour. Et soudain, elle réalisa quelque chose de surprenant. Quelque part en chemin, elle avait commencé à tomber amoureuse de lui. Pas à cause de son travail. Pas à cause de son statut. Mais à cause de son cœur. Et pour la première fois de sa vie, la milliardaire qui avait autrefois tout possédé comprit que la chose la plus précieuse qu'elle ait jamais trouvée était assise tranquillement à côté d'elle.
Au 3e mois d'entraînement, Amara pouvait marcher à travers le salon sans assistance. La première fois qu'elle réussit à le faire complètement seule, Daniel se tenait près de la porte, prêt à l'aider si elle trébuchait. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je te tienne le bras ?» demanda-t-il prudemment. Amara secoua la tête. Non. Sa voix était déterminée. Si je dois y arriver, je dois le faire moi-même. Daniel hocha la tête, mais resta proche. D'accord. Je suis là. Amara prit une profonde inspiration et posa légèrement ses mains sur les barres de soutien. Ses jambes tremblaient un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Lentement, elle leva son pied gauche. Un pas. Puis le droit. Un autre pas. Son cœur battait fort à chaque mouvement. Quelques mois plus tôt, ce geste simple semblait impossible. Mais elle continua. Un pas. Puis un autre. Puis un autre. Elle traversa toute la pièce. Quand elle arriva de l'autre côté, elle se retourna avec un grand sourire. Je l'ai fait. Daniel applaudit. Tu as fait plus que ça. Tu as marché comme quelqu'un qui n'a jamais arrêté. Amara rit. Je ne suis pas encore si bonne. Mais tu t'en approches. Elle s'assit sur le canapé, essuyant la sueur de son front. Tu sais ce que ça signifie? Daniel inclina la tête. Quoi? Les yeux d'Amara devinrent plus déterminés. Ça veut dire que je ne suis plus impuissante. Daniel l'observa attentivement. À quoi penses-tu? Elle s'appuya contre le canapé. Pendant des mois, je me suis seulement concentré sur le fait de survivre. Sa voix devint plus ferme. Mais maintenant, je veux récupérer ma vie. Daniel comprit immédiatement. Tu parles de tes entreprises. Amara hocha lentement la tête. Ils ont tout pris. Daniel resta silencieux. Et ils pensaient que je ne me battrais pas, ajouta-t-elle. Mais ils ont oublié quelque chose. Quoi? Amara le regarda avec un sourire confiant. J'ai construit cet empire à partir de rien. Daniel croisa les bras. Alors, quel est le plan? Elle se pencha en avant. La première étape, trouver un avocat. Le lendemain matin, Amara passa l'appel qu'elle évitait depuis des semaines. Elle composa le numéro de son conseiller juridique de longue date, Maître Shinidu Okaor. Quand il répondit, sa voix semblait surprise. Mademoiselle OY? Oui. Où étiez-vous? Demanda-t-il immédiatement. Nous essayons de vous joindre depuis des mois. Je sais. Elle expliqua tout brièvement. L'accident. Sa paralysie. Son isolement. Et la prise de contrôle soudaine de ses entreprises par sa famille. Un long silence suivit. Puis l'avocat parla. C'est très sérieux. Je sais. Ils ont transféré la propriété de l'entreprise sans votre autorisation? Oui. C'est illégal. Amara laissa apparaître un petit sourire. C'est exactement ce que j'espérais entendre. La voix de l'avocat devint ferme. Je dois examiner tous les documents immédiatement. Venez à la maison demain, dit Amara. Apportez tout ce que vous pouvez trouver. L'après-midi suivant, Maître Okafor arriva au manoir. Il eut l'air choqué quand Amara ouvrit la porte elle-même. Vous marchez? J'y travaille, répondit-elle avec un sourire. Daniel se tenait à côté, observant silencieusement. Amara les présenta. Voici Daniel. Il m'aide à récupérer. L'avocat hocha poliment la tête. Enchanté. Ils s'installèrent dans le grand salon où Amara avait déjà rassemblé plusieurs dossiers d'anciens documents de l'entreprise. Pendant près de 2 heures, l'avocat examina les papiers. Son expression devenait de plus en plus grave à chaque page. Finalement, il s'adossa à sa chaise. C'est pire que ce que je pensais. Amara croisa les bras. À quel point? Votre frère ne s'est pas contenté de gérer temporairement l'entreprise. Il tapa sur un document. Il a tenté de transférer la propriété permanente. Daniel fronça les sourcils. Peut-il vraiment faire ça? Pas légalement, répondit l'avocat. Amara se pencha. Donc on peut l'arrêter. Oui. Comment? L'avocat sourit légèrement. Avec des preuves. Il expliqua que plusieurs signatures dans les documents semblaient suspectes. S'il pouvait prouver qu'il s'agissait de faux, le tribunal pourrait annuler toute la prise de contrôle. Ils étaient convaincus que vous ne contesteriez jamais, dit l'avocat. Amara hocha lentement la tête. Ils pensaient que j'étais brisé. Eh bien, répondit l'avocat fermement. Ils vont bientôt apprendre le contraire. La bataille juridique commença quelques semaines plus tard.
L'affaire attira rapidement l'attention. L'histoire de la femme milliardaire trahie par sa propre famille se répandit dans les médias. Les journaux publiaient des titres chaque jour. Une femme d'affaires affirme que sa famille a volé son empire. Le tribunal enquête sur une prise de contrôle d'entreprise. Amara assista à chaque audience. Elle marchait lentement mais avec assurance, à côté de Daniel. Son frère Kletchi sembla choqué la première fois qu'il la vit entrer dans la salle d'audience. « Tu marches » demanda-t-il avec incrédulité. « Surpris » répondit-elle calmement. Son expression se durcit. « Tu aurais dû rester en dehors de ça. » La voix d'Amara resta ferme. « Tu aurais dû rester honnête. » Pendant le procès, les preuves devinrent accablantes. Les registres financiers révélèrent des transferts suspects. Des témoins témoignèrent au sujet de signatures falsifiées. Plusieurs anciens employés reconnurent avoir été poussés à approuver des documents qu'ils n'avaient jamais entièrement examinés. Le juge écouta attentivement. Finalement, après des semaines d'audience, le verdict arriva. La salle d'audience tomba dans un silence total tandis que le juge lisait la décision. Le tribunal conclut que plusieurs transferts d'actifs ont été effectués à l'aide de documents frauduleux. Le visage de Kletchi devint pâle. La propriété de toutes les entreprises et de tous les biens sera immédiatement restituée à mademoiselle Amara Okoye. Une vague de murmures parcourut la salle. Amara ferma brièvement les yeux. C'était terminé. Elle avait gagné. À l'extérieur du tribunal, des journalistes se rassemblèrent autour d'elle. « Mademoiselle Okoye, que ressentez-vous en récupérant votre empire ?» Amara marqua une pause avant de répondre. « Récupérer mon entreprise est important, » dit-elle. « Mais ce qui compte le plus, c'est la justice. Et que comptez-vous faire maintenant ?» Elle jeta un regard vers Daniel, qui se tenait silencieusement à ses côtés. « Maintenant, » dit-elle avec un léger sourire, « je reconstruis ma vie. » Et pour la première fois depuis l'accident, elle réalisa quelque chose de surprenant. Récupérer sa richesse faisait du bien. Mais la personne qui se tenait à ses côtés comptait bien plus que n'importe quelle entreprise. La vie revint peu à peu dans le manoir sur la colline. Mais cette fois, tout semblait différent. Après la décision du tribunal qui restitua à Amara ses entreprises et ses propriétés, la nouvelle se répandit rapidement dans tout le pays. Les chaînes économiques discutèrent sans cesse de l'affaire. Les journaux louèrent sa détermination. Beaucoup de gens trouvèrent sa victoire inspirante. En quelques semaines, ces entreprises recommencèrent à fonctionner normalement. Les dirigeants qui s'étaient discrètement retirés pendant la bataille juridique retournèrent à leur bureau. De nouveaux agents de sécurité reprirent leur poste aux portes du manoir. Du personnel fut engagé pour remettre la maison en état. La maison, autrefois silencieuse, reprit vie. Des pas résonnaient dans les couloirs. La cuisine était animée. Les téléphones sonnaient constamment pour des affaires. Mais malgré toute cette activité, Amara remarqua quelque chose d'important. Le manoir restait paisible. Parce que cette fois, les personnes autour d'elle avaient été soigneusement choisies. Elle avait appris une leçon douloureuse. Tout le monde ne vous veut pas du bien, même s'il sourit à vos côtés. Beaucoup de parents qui l'avaient abandonné essayèrent de revenir après avoir entendu parler de la décision du tribunal. Des cousins appelèrent avec des voix joyeuses. Des tantes envoyèrent des messages affirmant qu'elles l'avaient toujours soutenu. Même des membres éloignés de la famille tentèrent de renouer. Mais Amara refusa poliment la plupart d'entre eux. La trahison avait été trop profonde. Certaines relations ne peuvent pas simplement être réparées. Et, étonnamment, elle ne ressentait plus de colère. Elle se sentait simplement plus sage. Un après-midi, près de 2 mois après la fin du procès, Amara se tenait dans le jardin du manoir. La brise chaude transportait le parfum des fleurs en pleine floraison à travers la grande pelouse. La fontaine près de l'entrée scintillait sous le soleil de l'après-midi. Elle se tenait là sur ses 2 jambes. Pas de fauteuil roulant. Pas de barre d'appui. Juste sa force. Marcher restait encore un peu difficile, mais les progrès étaient remarquables. Daniel sortit de la maison avec 2 verres de jus. « Tu es encore debout ?» dit-il en souriant. Amara se tourna vers lui. « On dirait que ça te surprend. »« Eh bien, » plaisanta-t-il, « tu menaçais de t'écrouler à chaque entraînement. » Elle rit doucement. « C'était avant que tu deviennes mon instructeur personnel. » Daniel lui tendit un verre. « C'est toi qui as refusé d'abandonner. » Ils restèrent debout ensemble un moment, regardant le jardin.
La vie avait énormément changé au cours des derniers mois. Les entreprises d'Amara étaient plus fortes que jamais. Sa réputation était encore plus grande après sa victoire au tribunal. Des investisseurs de plusieurs pays voulaient désormais s'associer à sa société. Mais malgré tout ce succès, le changement le plus important de sa vie n'avait rien à voir avec l'argent. C'était l'homme qui se tenait à côté d'elle. Daniel était resté avec elle à travers tout. Même après la victoire juridique, il continuait de venir presque tous les jours au manoir. Au début, il disait que c'était seulement pour poursuivre les exercices. Mais la vérité était plus simple. Ils aimaient être ensemble. Ils partageaient des repas. Ils parlaient pendant des heures. Parfois ils marchaient simplement dans le jardin en silence. Daniel n'essaya jamais de profiter de sa richesse. Il ne lui demanda jamais d'argent. Il ne chercha jamais à l'impressionner. Il resta le même homme humble qui avait frappé à son portail ce premier après-midi. Et c'était exactement pour cela qu'elle l'aimait. Amara se tourna vers lui. « Tu sais quelque chose ?» Daniel leva un sourcil. « Ça veut généralement dire que tu vas poser une question sérieuse. » Elle sourit. « Peut-être. » Il s'appuya contre la rambarde du jardin. « D'accord, je t'écoute. » Amara hésita. Son cœur battait un peu plus vite. Toute sa vie, elle avait négocié des contrats de milliards de dollars sans peur. Mais ce moment la rendait nerveuse. Parce que cette fois, il ne s'agissait pas d'affaires. Il s'agissait de son cœur. « Daniel » commença-t-elle doucement. « Oui, tu as changé ma vie. » Il secoua immédiatement la tête. « Non. Tu as changé ta propre vie. » Elle sourit. « Tu te trompes. » Il avait l'air confus. « Quand je mourais de faim dans cette maison, tu m'as nourri. Quand je pensais que je ne marcherais plus jamais, tu m'as aidé à me relever. Tu es revenu chaque jour. » Daniel semblait mal à l'aise face à ces compliments. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. » Amara rit doucement. « Non. Tu as fait ce qu'un homme bon ferait. » Il regarda le chemin du jardin en silence. Puis Amara prit sa main. Daniel parut surpris. « J'ai passé toute ma vie à construire des entreprises et à poursuivre le succès, dit-elle. Mais la chose la plus précieuse que j'ai trouvée, c'est toi. » Daniel cligna des yeux, stupéfait. « Amara. » Elle l'interrompit doucement. « Passe le reste de ta vie avec moi. » Daniel la fixa. « Tu veux dire ?» Elle hocha la tête. « Épouse-moi. » Pendant un instant, Daniel ne dit rien. « Une milliardaire vient de demander un facteur en mariage, » dit-il lentement. Amara rit. « Je suis sérieuse. » Daniel passa une main dans ses cheveux. « C'est inattendu. »« C'est un non » taquina-t-elle. « Non. » répondit-il vite. Puis il hésita. « Mais, tu es sûr ?»« Bien sûr. Ton monde est très différent du mien. »« Plus maintenant. » Daniel étudia son visage. « Tu mérites quelqu'un de puissant. Quelqu'un de ton monde. » Amara serra sa main. « J'avais déjà ce monde. » Elle montra le manoir. « Regarde où ça m'a mené. » Daniel sourit. « Tu veux vraiment épouser un facteur ? Je veux l'homme qui ne m'a jamais abandonné. » Le silence retomba. Puis Daniel sourit enfin. « Dans ce cas, oui. » Le visage d'Amara s'illumina. « Vraiment ? Vraiment ?» Elle rit et l'enlaça. À cet instant, rien d'autre n'avait d'importance. Ni le manoir. Ni les entreprises. Ni les milliards. Seulement l'homme qu'il avait aimé quand elle n'avait plus rien. Et l'avenir qu'ils allaient désormais construire ensemble. La nouvelle des fiançailles d'Amara Okoye se répandit dans tout le pays plus vite que prévu. Un grand journal publia le titre qui surprit tout le monde. Une femme d'affaires milliardaire fiancée à un facteur local. L'histoire explosa sur les réseaux sociaux. Certains célébrèrent cette histoire d'amour. D'autres furent sceptiques. Comment une milliardaire peut-elle épouser un facteur ? Mais Amara ne se souciait pas de l'opinion des inconnus. Pour la première fois depuis des années, elle vivait une vie authentique. Les semaines précédant le mariage furent étonnamment paisibles. Le manoir, autrefois rempli de trahison et de solitude, était maintenant animé par les préparatifs joyeux. Des designers venaient chaque jour. Des fleuristes remplissaient les couloirs de bouquets colorés. Les organisateurs d'événements circulaient avec des listes et des plannings. Mais Amara voulait une cérémonie simple. « Je ne veux pas d'un cirque », dit-elle fermement. « C'est un mariage, pas une conférence d'affaires. »
Ils décidèrent finalement d'organiser une belle cérémonie en plein air dans le jardin du manoir. Le même jardin où Daniel l'avait aidé à faire ses premiers pas. Pour Amara, cet endroit était parfait. Pendant ce temps, Daniel avait du mal à s'habituer à l'attention soudaine. Des journalistes avaient commencé à attendre devant le bureau de poste où il travaillait. Ses collègues le taquinaient sans cesse. « N'oublie pas de nous envoyer une carte postale quand tu deviendras le mari milliardaire », plaisanta l'un d'eux. Daniel riait, mais au fond, il se sentait un peu dépassé. Un soir, il arriva au manoir, étrangement silencieux. Amara le remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Daniel soupira en s'asseyant à côté d'elle. « Ton monde est très bruyant, » admit-il. Elle esquissa un léger sourire. « Tu t'y habitueras. » « Je ne suis pas sûr de vouloir m'y habituer. » Amara se tourna vers lui. « Regrettes-tu d'avoir dit oui ?» Daniel la regarda rapidement. « Bien sûr que non. »« Alors, qu'est-ce qui te tracasse ?» Il hésita avant de répondre. « Les gens n'arrêtent pas de dire que j'ai de la chance. » Amara haussa un sourcil. « Eh bien, tu en as. » Daniel sourit doucement. « Ce n'est pas ce que je veux dire. » Il la regarda sérieusement. « Il pense que je t'épouse parce que tu es riche. » Amara resta silencieuse un instant, puis prit doucement sa main. « Quiconque croit ça ne connaît pas notre histoire. » Daniel hocha lentement la tête. « Je sais, mais parfois, ça reste étrange. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Daniel, quand tu m'as trouvé dans cette maison, je n'avais rien. Toi, tu avais tout, dit-il doucement. Non, répondit-elle doucement. J'avais perdu tout ce qui comptait. Elle plongea son regard dans le sien. Tu étais la seule personne qui est restée. Daniel sourit. Et je le serai toujours. Le jour du mariage arriva sous un ciel clair et lumineux. Le jardin du manoir avait été transformé en un lieu à couper le souffle. Des chaises blanches bordaient un long chemin décoré de fleurs. Une musique douce résonnait en fond. La fontaine scintillait sous le soleil, entourée de roses et de lys élégants. Les invités prenaient place lentement, dirigeants d'entreprise, amis, anciens employés, quelques journalistes invités pour immortaliser ce moment historique. Même certaines personnes qui avaient douté de la récupération d'Amara étaient venues assister à l'événement. L'atmosphère bourdonnait de curiosité. Tous voulaient voir la mariée milliardaire et le mari facteur humble. À l'intérieur du manoir, Amara se tenait devant un grand miroir pendant que son styliste apportait les derniers ajustements à sa robe. La tenue était élégante mais simple, un tissu blanc fluide avec une délicate dentelle sur les manches. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme confiante, heureuse, forte. Elle se souvint du jour où elle était assise dans cette même maison, affamée et abandonnée. Le contraste était incroyable. On frappa à la porte. Son assistante jeta un œil à l'intérieur. C'est l'heure. Amara acquiesça. Son cœur battait plus vite, non pas de peur, mais d'excitation. Dehors, dans le jardin, Daniel se tenait près de l'autel, nerveux. Il portait un costume sombre soigneusement ajusté. Ses mains étaient serrées l'une contre l'autre. Un ami proche se pencha et murmura. « Détends-toi. On dirait que tu vas faire face à un peloton d'exécution. » Daniel rit nerveusement. Ça semble plus intimidant que de livrer le courrier. Les invités sourirent doucement. Puis la musique changea. Tout le monde se tourna vers l'entrée du jardin. Amara apparut, marchant lentement mais avec assurance sur l'allée fleurie. La foule se tut. Beaucoup connaissaient son accident et savaient combien de temps elle avait été incapable de marcher. La voir maintenant debout et marcher fièrement semblait presque miraculeux. Daniel la regarda, émerveillé. Même après des mois passés ensemble, cette vue le remplissait toujours de fierté. Elle arriva à l'autel et lui sourit. « Tu es élégant » murmura-t-elle. Daniel sourit. « Et toi, tu marches plutôt bien. » Le célébrant commença la cérémonie. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer non seulement un mariage, mais une histoire de résilience, de gentillesse et d'amour. Les invités écoutaient attentivement. Lorsque les vœux commencèrent, Daniel prit la parole en premier. Sa voix était calme mais émotive. « Quand j'ai frappé à ton portail pour la première fois, je pensais juste livrer du courrier. » Quelques invités rirent doucement. Mais à la place, j'ai trouvé quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il regarda Amara chaleureusement.
Et d'une certaine manière, ce moment a changé nos vies à tous les deux. Amara sentit des larmes monter. Daniel continua. Je promets de rester à tes côtés dans chaque épreuve, de te rappeler ta force quand tu l'oublieras, et de t'aimer que tu sois milliardaire ou simplement la femme qui rit de mes blagues nulles. La foule sourit. Puis ce fut le tour d'Amara. Elle prit une profonde inspiration. Quand j'ai tout perdu, j'ai découvert quelque chose d'important. Elle jeta un bref regard aux invités. L'argent attire beaucoup de gens, mais la gentillesse attire les bonnes personnes. Elle se tourna vers Daniel. Tu m'as aimé quand je n'avais rien. Tu as cru en moi quand je ne pouvais même pas me tenir debout. Sa voix s'adoucit. Et grâce à toi, j'ai appris à quoi ressemble le véritable amour. Une larme roula sur sa joue. Je promets de marcher à tes côtés pour le reste de ma vie. Le célébrant sourit chaleureusement. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Daniel n'attendit pas une seconde de plus. Il l'embrassa. La foule éclata en acclamations et en applaudissements. Les flashs des caméras crépitaient. La musique emplissait le jardin, mais Amara n'y fit presque pas attention. Tout ce qu'elle voyait, c'était l'homme devant elle, celui qui avait frappé à son portail dans le jour le plus sombre de sa vie. Plus tard dans la soirée, alors que la fête continuait et que les invités dansaient sous les lumières du jardin, Amara et Daniel s'éclipsèrent sur le balcon surplombant la ville. Le même balcon où elle s'était tenue seule, se demandant si quelqu'un se souciait vraiment d'elle. Daniel passa un bras autour d'elle. « Heureuse ?» demanda-t-il. Amara s'appuya contre lui. Plus heureuse que jamais. Elle regarda les lumières de la ville. Autrefois, elle croyait que le succès signifiait richesse, pouvoir et reconnaissance. Maintenant, elle comprenait quelque chose de bien plus profond. Quand elle était riche, tout le monde restait. Quand elle était brisée, tout le monde partait. Sauf l'homme qui l'aimait vraiment. Et tandis qu'elle se tenait à ses côtés, Amara réalisa quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. Elle avait enfin tout ce qui comptait. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous depuis où vous nous regardez.